Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, je vous propose une émission ludique, puisqu'on va vous présenter un jeu d'aventure unique en France, qui a été imaginé et créé ici en Isère. Céline Cusset et Stéphanie Villaret, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue. Céline, vous dirigez le groupe Diverti, qui a pour vocation de divertir les entreprises. Vous nous expliquerez en quoi vous les divertissez, ces entreprises de la région. Puis à côté de vous, Stéphanie s'occupe plus particulièrement au sein de ce groupe des studios Popcorn. C'est le nom de ce jeu d'aventure d'un genre nouveau dont on va parler au cours de cette émission. Mais avant ça, on va aller visiter le seul endroit en Isère où l'on peut croiser des tigres, des lions et des panthères, entre autres. Sandrine Filizzola, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication du domaine des fauves. Vous êtes accompagné de Romain Lodi. Bonjour Romain. Bonjour. Qui est le chef animalier de ce parc zoologique qui est situé dans le nord du département. Le domaine des fauves, c'est un site qui existe depuis plus de 50 ans, Sandrine. Oui, c'est vrai que c'est un zoo qui existe depuis très longtemps et qui a été repris depuis ces 5 dernières années et qui évolue dans la même stratégie de fauves et de prédateurs. Alors avant, ça s'appelait le zoo des Abrets pour les plus anciens, mais ça ne se situe pas aux Abrets en fait, ça se situe sur la commune de Fitilieu, pour être précis. Exactement, c'est vrai que ça fait un lieu assez insolite puisqu'on se trouve au milieu d'un village. Donc on est un zoo entouré de maisons d'habitants réellement. Et donc ça fait vraiment un lieu pas commun. On ne s'attend pas à se trouver comme ça, parachuté dans un petit village et de voir des animaux. D'ailleurs les voisins sont enchantés d'entendre le cri de lion qu'on entend à plus de 8 km. C'est pas le coq, c'est le lion. Ça fait mieux. Bon, après c'est quand même assez sympathique d'être auprès d'animaux assez fantastiques. Il y a combien d'animaux dans le zoo? Plus que d'habitants à Fitilieu? Quand même pas, non. On a 150 animaux à peu près. D'accord. 70 espèces, 150 animaux. Ouais. Ça fait quand même une gestion importante pour le chef animalier d'avoir autant oui, de... c'est constant. Et puis c'est un métier qui est extrêmement polyvalent, donc on ne voit jamais la même chose de jour en jour. Après, c'est vrai qu'on est, nous, spécialisés, donc les espèces sont toutes carnivores. Donc c'est vrai qu'on ne va pas être parti sur des régimes alimentaires très diversifiés. C'est des mangeurs de viande à 150%, du plus gros au plus petit, de l'oiseau au mammifère. Mais voilà, 150 carnivores, 150 mangeurs de viande. À nourrir chaque jour. Parmi ces animaux, il y a les félins, les fauves, qui donnent leur nom au parc zoologique. On en voit quelques-uns sur ces images. C'est la plus grosse collection de félins de toute la région, Sandrine. Oui, effectivement, on a une très très belle collection. On a aussi l'avantage d'avoir des animaux qui sont mal connus, peu connus. Et en fait, on représente, par exemple, je pense aux jaguars rondis, qui sont des animaux très peu représentés dans les zoos. Et cette collection, oui, fait de nous un parc particulier à ce niveau-là. Ils viennent d'où, Romain, tous ces animaux dans les zoos? C'est des animaux qui sont forcément nés en captivité aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Là, ça fait plus de 50 ans, plus maintenant que les lois interdisent, fort heureusement, d'ailleurs, de prélever des animaux dans la nature. Il y a deux façons de présenter des animaux et de les protéger. C'est des animaux dans le milieu naturel qui doivent y rester, qui sont nés, et des animaux en parc zoologique qui y sont nés, qui sont là aussi pour la préservation et qui, eux, au contraire, peuvent y retourner. Mais c'est vrai qu'au domaine des fauves, comme dans tous les zoos français, les animaux sont nés dans d'autres parcs zoologiques, alors européens ou chez nous. Parce qu'on a aussi des animaux qui naissent chez nous chaque année et qui eux, par contre, peuvent aussi être amenés à partir dans d'autres zoos après. On avait d'ailleurs fait quelques images d'oslots. Je ne sais pas si vous savez ce que ce sont des oslots. Ah oui. C'est des petits chats, on peut dire, mais... Alors nous, les oslots, nous, on a une grande histoire avec les oslots. L'oslo, c'est un félin sud-américain. Alors c'est vrai que c'est un peu plus gros qu'un chat domestique, mais
plus petit qu'une panthère. C'est un animal qui est menacé dans la nature, il n'y en a presque plus. Le braconnage, la fourrure, la déforestation en Amazonie. Et nous, on a une grande histoire avec les osselets parce que depuis 2008, on a, je crois, eu une vingtaine de naissances. Donc c'est très, très, très important. Et on a une très grande diversité génétique avec nos osselets. Ouais. C'est le savoir-faire du chef animalier, là, pour que les couples produisent Non, comme c'est ça je vais pas me vanter, c'est le savoir-faire du papa de la maman. Et après, ce qui est très compliqué avec des félins, c'est de tomber sur des individus qui s'entendent bien, puisque dans la nature, c'est des solitaires, et ils cherchent des fois des kilomètres et des kilomètres à la ronde des femelles, sur quelques jours par an seulement, sinon ils sont solitaires. Et en parc zoologique, tout le travail, c'est de former des couples, et qui s'entendent. Voilà. Donc on est tombé sur des bons. Bon. Céline et Stéphanie, est-ce que vous connaissez le domaine des fauves? Oui, Ouais. tout à fait. On y va en famille. Ça vous attire les gros félins comme ça Ah oui, puis le tigre blanc, c'est quand même assez exceptionnel. C'est C'est vrai qu'il est, il est original massif, ouais. et massif, celui-là. Il y a combien de public vous accueillez chaque année, Sandrine, Alors, sur la saison on s'était fixé de monter à 100 000 entrées. On avait atteint notre objectif de 80 000 en 2019 avant Covid. Là, avec le Covid, bon, on a baissé les chiffres, mais on est hyper optimiste. On se dit que les gens ont vraiment envie de sortir et on va monter nos entrées tranquillement comme il se doit. Mais petit à petit, c'est vrai que le zoo évolue. Alors, il ne va pas s'agrandir parce que bon, on n'aura pas les moyens d'espace. Et en fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est reloger les animaux dans des bonnes conditions, même si, ma foi, on en a un peu moins. En tout cas, c'est vraiment notre objectif. On l'a déjà fait pour les loups d'Alaska. On les a fait pour les lynx du Canada. Là, prochainement, ce sera le puma. Voilà. Vous avez des chouchous, Romain, parmi ces 150 animaux, vous qui les fréquentez au quotidien? C'est compliqué comme question parce qu'aucun ne se ressemble. Bah, nous, on voit comme on peut voir à l'écran, là, c'est beaucoup des félins, donc la famille des chats. La famille des chats, elle est très diversifiée. Hein. On parlait du tigre, c'est 300 kilos, un gros mâle, jusqu'au chat rubigineux qui pèse 1,5 kg. Diversité de pelage, de taches, de rayures, de formes, de poids, de taille. Donc, les félins parmi les carnivores. Après, parmi les félins, c'est trop compliqué de faire un choix. Mais les félins, ouais, ce sont des animaux qui sont passionnants. Vraiment, vraiment, vraiment. Ils ont un nom, tous La plupart ont un nom, nom, prénom. Ouais, Celle-là non, s'appelle comment, par exemple? C'est Ida, femelle de jaguar, ouais. Vous les reconnaissez comme ça? Bien sûr. Un coup d'œil. Bien sûr. C'est génial. Sandrine aussi Alors, on les moi, reconnaît comme ça j'ai quand même moins de technicité que Romain pour les reconnaître, mais parfois, ce sont le public qui choisit les prénoms. On fait des petits jeux et à ce moment-là, parfois, le public participe à ce genre de choses. Puis parfois, les sonneurs animaliers le choisissent la plupart du temps. Bon, soigner des fauves comme Ida ou ceux qu'on a vus sur ces images, ça s'improvise pas. Romain, j'imagine que ça demande quelques précautions. Oui, aujourd'hui, et c'est vrai qu'on est en France, on est dans un pays où les lois sont strictes, et c'est très bien aussi, puisque nous, on travaille au domaine des fauves avec des animaux dangereux. La plupart de nos animaux sont des animaux qui sont potentiellement tueurs. Hein. Ce sont des animaux, le tigre mangeur d'hommes, etc. En Asie, c'est pas qu'une légende, ils sont capables. Donc, bien sûr, on a un système de sécurité. D'ailleurs, les images le montrent là. Vous voyez les animaux ici dans leur box. Il n'y a aucun contact avec ces animaux. On est toujours en train de passer par des systèmes de trappes, de portes, de cadenas, de verrous. Même pour nourrir les animaux, on n'ouvre pas la porte, on leur donne pas. C'est tous des systèmes très, très, très sécurisés, sophistiqués, moderne, et on n'a pas fini de se moderniser puisqu'on trouve toujours des idées en plus pour sécuriser au maximum les soigneurs et les visiteurs. Alors, les visiteurs, évidemment, n'ont aucun souci à se faire, mais les soigneurs qui sont plus au contact aussi sont en sécurité permanente. Et comment vous faites quand vous devez vraiment faire une intervention sur le tigre blanc, là qu'on voyait que vous devez aller le manipuler? Ça peut arriver, j'imagine? Ça peut arriver, le moins souvent possible, on espère, parce que en général, c'est qu'il y a un souci. Il va falloir anesthésier, hein, ce sera sous anesthésie. Hein, donc déjà pour le bien-être de l'animal, et puis après, ce sera le travail là, du vétérinaire qui va arriver. Moi, je l'assiste, mais le vétérinaire va arriver, et puis ce sera sous anesthésie. Alors Sandrine, parmi les animations qui sont proposées au public, il y a aussi le côté un peu coulisses de vivre un peu la vie de soigneur. Vous appelez ça des goûters aussi? Tout à fait. Alors là, il y a carrément l'immersion du visiteur qui peut être dans la peau du soigneur, où on a des demi-journées soigneurs où vous pouvez vraiment vivre ce que vit le soigneur, hein, préparer à manger, s'approcher des animaux, les soigner, entrer dans les enclos, où là, ils sont vraiment complètement dans ce métier. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît énormément parce que c'est vraiment être
dans les coulisses, effectivement. Et puis, alors, on a les goûters des animaux, on a évidemment les animations là, qui sont ouvertes à tout public, avec notamment le vol des oiseaux. Et puis aussi l'entrée dans le territoire des loups, où là, vraiment, on est dans leur territoire. Il y a la possibilité de faire des photos en direct, sans grillage. Donc ça aussi, ça permet au public d'être proche de l'animal, en toute sécurité, bien évidemment. On vous a vu, Romain, en train d'animer la visite, le goûter du soir. Bon, on goûte de la viande chez vous, quoi qu'il arrive. Ah, c'est que ça, c'est que ça. Toutes sortes de viande, mais c'est quasiment que ça. Ouais. L'animal le plus dangereux parmi les fauves qui sont à Fitilieu? À partir du moment où vous dépassez 50 kilos, on peut considérer que c'est un animal qui est très dangereux. Donc à partir d'un puma jusqu'à un tigre, lion, jaguar, panthère, c'est vraiment des animaux dangereux, très dangereux, avec lesquels il n'y a aucun contact et avec lesquels il n'y a pas droit à l'erreur. Après, vous avez des animaux dangereux, mais un petit peu moins, les loups, les hyènes, bon. Mais les grands fauves, les félins, sont des animaux, je le répète encore, où l'erreur n'est pas admise, elle n'est pas du tout envisageable. Ouais, vous parliez de leur comportement dans la nature. Le jaguar, par exemple, est capable de tuer à peu près tout ce qui Le bouge sur la jaguar, planète. voilà, c'est ça, c'est pas compliqué. Hein. Le régime alimentaire du jaguar, je vais pas vous le dire maintenant parce qu'on finira ce soir à minuit, c'est tout ce qui bouge et tout ce qui est vivant en Amérique du Sud. Du plus gros des mammifères sud-américains, le tapir, 2 fois et demi son poids, jusqu'à un scarabée. Voilà, c'est un animal qui mange de tout. Donc à partir du moment où c'est de la viande, il ne recule devant rien. Non. Aucun animal ne s'est jamais échappé du domaine des fauves. Non, il ne faut pas en parler. On ne parle pas de ces choses-là parce que c'est juste pas possible. C'est une hantise. Non. C'est une hantise, mais bon voilà, faut pas y penser. Mais Voilà, il faut y penser, il faut pas y penser à la fois parce que le risque zéro n'existe pas. Donc c'est pour ça il y a un travail derrière de sécurité et il faut avoir confiance aux soigneurs et les soigneurs doivent être vraiment à fond dans ce qu'ils font et pas la tête ailleurs. Hein. C'est des animaux qui sont là et les soigneurs doivent être là pour eux et toujours réfléchir à ce risque justement parce que le risque est là. Rigueur et concentration. Voilà. J'ai le souvenir, là, il ne s'était pas échappé, mais que vous aviez été victime d'un vol d'animaux en 2018. Alors, ce n'était pas des fauves, si je me souviens bien. Le grille du Gabon. Oui, on avait avait des singes. malheureusement, on avait été un vol par effraction d'animaux. Alors ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls à avoir eu malheureusement ces cas, parce que des animaux, il y a un marché illégal qui représente, c'est énorme, hein, le trafic d'animaux est énorme, hein, on est presque autant que pour les armes ou la drogue. Les animaux exotiques, c'est un marché qui est énorme et les primates en particulier, les petits primates et les perroquets, les tortues aussi, sont des animaux qui sont très prisés. À revendre, par les particuliers, c'est ça? Après, là, on ne va pas se le cacher, c'est des animaux qui sont sortis de France assez rapidement. C'est trop contrôlé en France. Tous nos animaux sont pucés, tous nos animaux sont rentrés dans des bases de données et c'est très compliqué en France de les replacer même en vente illégale. Ils partent en général dans d'autres pays et c'est très compliqué de retrouver leurs traces. Après, c'est des gens qui connaissaient bien le zoo, ils sont venus, comme quand on va voler n'importe quoi, on fait un casse d'un bureau de tabac, on vient voir avant, et puis voilà. Après, aujourd'hui, on a appris aussi de nos erreurs. Les installations sont hyper sécurisées, il y a des rondes de nuit, il y a des gardiens, il y a des caméras. Ça ne doit plus arriver, quoi. Mais ça existe et ça nous écœure à chaque fois, même des confrères se font voler des animaux, bien sûr. Sandrine, vous évoquiez la zone un peu particulière des loups, le territoire des loups, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. C'est les mêmes que ceux qu'on trouve en liberté dans nos montagnes, les loups qu'on peut voir chez pas vous? tout à fait, parce que dans le territoire des loups, on a les loups d'Alaska. Ouais. Donc on ne les trouve pas dans nos montagnes, ceux-là, si je ne dis pas de bêtises, non. Romain, hein, je ne pense pas. Pour l'animation, c'est les loups blancs. Alors là, on est en train de voir actuellement les loups de Mackenzie, c'est les loups du Canada. Et les loups blancs qui vivent dans notre territoire des loups, ce sont des loups qui vivent au Groenland. Donc non, alors c'est la même espèce, loup. Le loup est le même partout, sur les 3 continents, Europe, Asie, Amérique. Par contre, les loups arctiques, c'est ceux-là. Et vous avez donc après des sous-espèces, comme dans pas mal d'animaux d'ailleurs. Et tous les loups ne sont pas les mêmes. Les loups américains sont beaucoup plus gros que nos loups à nous, beaucoup plus imposants. Voilà. Alors depuis quelques années, on peut aller dormir au milieu de ces loups. Aussi. Voilà, alors là, ce sont les loups noirs. Original. Oui, c'est original et c'est une expérience à nouveau incroyable, puisqu'en fait, on a 2 lodges et on dort en fait devant la baie vitrée d'une maison. Eh bien, on a les loups. Donc en fait, on les voit, on les entend et on les sent. Donc c'est une expérience assez sympathique. Alors là, ce sont les loups de Mackenzie. Ouais, donc ce sont Canada. les loups noirs du Canada. Alors vraiment le loup des contes,
avec la tête qui fait bien peur. Et en fait, pour les enfants, c'est aussi l'occasion de leur expliquer que les loups, non, ils ne sont pas si méchants que dans les Il ne faut pas de contes. cauchemars dans vos lodges la nuit, les enfants. Il n'y en a pas beaucoup qui dorment, hein. Ils dorment sont pas à la beaucoup. fenêtre toute la nuit. Puis ils les entendent surtout. Au petit matin, Ah oui, ils entendent. c'est des Ouh. concerts, hein, c'est des concerts. On ne peut pas ouvrir la fenêtre, j'imagine. On peut dans pas ce ouvrir genre la fenêtre. de- On peut ouvrir la d'hébergement, fenêtre à l'étage, mais Ah. certainement pas la baie vitrée Non, non. en bas, Les évidemment. voisins s'il y a sont des normes de pas sécurité. fréquentables. Oui, les voisins sont pas fréquentables. Et on a quand même une particularité dans notre lodge au Grand Nord, puisqu'en fait, la chambre se trouve carrément au milieu du parc. Donc là, on se trouve vraiment. On a des loups de tous les avec côtés. Voilà. Ouais, Avec on un est accès cerné. souterrain. Oui, forcément, on ne va pas traverser le parc Non. pour y aller. Ouais. Ça pourrait être un jeu, mais... Ça pourrait être insolite, même. Non. C'est la C'est cabane pas du conseillé, trappeur. c'est pas Peut-être un conseillé. concept. Bon, et pour finir sur cette visite du domaine des faux, il y a aussi donc des prédateurs à plumes chez vous. Faut pas les oublier, hein. Nous, c'est des prédateurs. Donc, prédateurs, à partir du moment où un animal tue ses proies et mange de la viande, c'est un prédateur. Donc oui, tous les rapaces sont des prédateurs, pas que les rapaces, hein, chez les oiseaux, là on en voit pas mal. Et nous, notre spécialité dans ce monde des rapaces, on se focalise un petit peu plus sur les rapaces nocturnes. Puisque les rapaces nocturnes, voilà, par exemple, là vous avez l'Arfan des Neiges, que tout le monde connaît parce que c'est la chouette du fameux Harry Potter. Là vous avez un vautour fauve, hein, c'est l'un des plus grands rapaces français. Donc nous, on est vraiment axé aussi sur les rapaces nocturnes. On a une grande diversité, une vingtaine d'espèces différentes, dont des espèces uniques en France. Et vous avez, pour découvrir les rapaces, chez nous, la possibilité 2 fois par jour en saison de voir un vol d'oiseaux, où là, ils vont être amenés à vous voler juste au-dessus de la tête. Ben voilà, par exemple, même sur la tête, hein, des fois, les perchoirs sont faciles à trouver. Et vous avez des oiseaux qui viennent vous raser la tête, passer juste au-dessus des bancs, hein, vous voyez, avec des animaux parfois impressionnants, hein, des buses, des hiboux, des chouettes. On a aussi, pendant cette présentation, des cigognes, hein, parce que c'est aussi des prédateurs, les cigognes, même si ce ne sont pas des rapaces. Ouais. Bon, j'imagine que ça doit être apprécié du public, cette... Oui, alors là, le public aime beaucoup. Et puis nous, on a quand même un rôle de pédagogie où on explique les animaux. Et c'est aussi un moyen, ce vol d'oiseaux, de donner beaucoup d'explications sur nos animaux. Je passe un petit clin d'œil à Arnaud Baird et Nicolas Michaud, qui sont les 2 jeunes qui ont fait la plupart des images qu'on a vues. Merci. Parce que c'est pas facile à les filmer aussi. Hein, Ah non, même Non, ils dans ont passé du temps. Des Même journées dans un entières, zoo, oui, il voilà. faut... Faites à la bonne période, au bon moment. S'il pleut, s'il fait trop chaud, c'est compliqué. Donc voilà, c'est gros boulot. Ils ont été impactés, vos animaux, par le confinement. Le parc était fermé, il n'y a plus de public, ils ont déprimé, ou au contraire, ils se sont dit chouette, on est tranquille. Non, alors je vais décevoir certaines personnes, ça leur fait ni chaud ni froid. Ah, ils s'en foutent. C'est des animaux qui habitent. Voilà, alors nous, c'est vrai que nous, on apprécie C'est quand. bien les seuls à pas avoir été impactés par le Oui, confinement. tout à fait. Non, alors eux, bon, c'est vrai qu'il y a 2 côtés. D'un côté, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu plus de calme que d'habitude, donc c'est quelque chose qui a été profitable. Par contre, nos animaux à nous, étant des animaux nés, élevés en captivité, ils connaissent les visiteurs, ils ont l'habitude de voir du monde passer, et quand les visiteurs sont revenus, ils ont été, alors contents, on peut pas se mettre à leur place, mais en tout cas, ils ont revu revenir des personnes, et c'était quelque chose d'intriguant pour eux. Ça leur a, voilà, c'est quelque chose qui va leur changer aussi leur quotidien. Et le fait qu'il n'y ait plus personne pendant 6 mois, voire plus même au 2e, c'était quand même très long. Et bon, après, voilà, on n'est pas dans leur tête pour savoir, mais ils ont l'habitude de voir du monde. Donc le fait de ne plus voir personne, c'était pas normal. Sandrine, le zoo est ouvert une grande partie de l'année, hein, de la fin de l'hiver jusqu'à... Le zoo est ouvert du mois de février jusqu'au mois de novembre. Donc avec des horaires qui sont aménagés, parfois ce sont les après-midi. Là, on va arriver dans les périodes estivales où c'est plutôt la journée. Et donc effectivement, on a trois mois de fermeture où là vraiment on va faire nos travaux et tous les chantiers qu'on ne peut pas faire avec des visiteurs. Pour ceux qui connaissent l'endroit, la saison 2022, il y a quelques nouveautés? Oui, bien sûr. Toujours. Ah oui, il y a toujours des Ah ouais. nouveautés. Là, cette année, ouais, on a mis le paquet, entre guillemets. Bon, comme on disait tout à l'heure, Sandrine en parlait, le but principal, c'est déjà de refaire des enclos pour des animaux qu'on a déjà au parc depuis longtemps, dont les enclos ne nous conviennent plus parce qu'ils peut-être un peu trop petits, vieillissants, anciens, et donner aussi plus de place et plus de confort aux animaux, que les soigneurs soient aussi plus confortables au niveau du boulot, parce que c'est vrai que c'est beaucoup mieux de travailler dans du moderne. Donc là, cette année, on refait un enclos pour nos pumas, que les gens connaissent, puisqu'ils sont là depuis bien longtemps, hein, donc notre couple de pumas.
Et plein de petites nouveautés autour, des nouvelles espèces, un petit chat, le chat forestier, le chat sauvage d'Europe, une nouvelle aire de jeu pour les enfants, des nouveaux locaux pour le public, sanitaire aussi, des nouveaux locaux pour les soigneurs. Il y en a pour tout le monde cette année. C'est soigneurs, visiteurs, animaux. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Bon, et toutes les infos sont sur le site internet du domaine des Fauves. C'est à 3/4 d'heure à peu près de Grenoble par la route. Donc voilà, si vous avez cherché une idée pour le week-end ou même pendant les périodes de vacances, n'hésitez pas à les rendre visite à ces 150 carnivores. J'ai bien compris qu'on mange que de la viande chez vous. Oui. Pour les enfants, il n'y a pas des petites boutiques avec des sucreries quand même? Bien sûr que si. Bien sûr. Sinon, ça risque peut-être de coincer. Allez, on va rester dans la nouveauté, toujours avec maintenant un action game. Il paraît que c'est comme ça que ça se dit, Made in Isère, pour rester dans les anglicismes. Allez, c'est nouveau, ça s'appelle les studios Popcorn. On va en parler avec Céline et Stéphanie. Alors Stéphanie qui s'occupe plus particulièrement de ce nouveau concept de jeu d'aventure qui a ouvert il y a quelques mois à Vorep, c'est sa première saison. Et puis Céline qui est la patronne du groupe Diverti. Je crois que d'ailleurs c'est vous qui avez créé ce groupe qui à la base a vocation à proposer du divertissement aux entreprises. Alors ça peut paraître un peu contradictoire. Souvent quand on est au boulot, malheureusement on n'a pas trop le temps de s'amuser. C'est vrai. Et pourtant, faire des pauses pour passer un bon temps ensemble permet de créer plus de cohésion et de mieux travailler ensemble après. Donc, c'est des pauses qui sont plutôt, au contraire, efficientes et productives. Qu'est-ce que vous essayez de convaincre les chefs d'entreprise qu'effectivement, en apportant un peu de ludique dans le quotidien de leur journée de travail, ça peut avoir un effet positif? Alors après, on a de moins en moins besoin de les convaincre. Disons que maintenant, il y a quand même beaucoup de patrons ou de managers, voilà, en tout cas toutes les personnes qui animent des équipes en entreprise qui ont compris aussi l'intention et l'intérêt d'organiser des temps collectifs, ludiques, ensemble. J'ai vu que vous proposiez le concept de gamification. Oui, tout à fait. Un terme que je n'avais jamais entendu, moi, personnellement. Alors, le groupe Diverti existe depuis 16 ans. Et effectivement, l'intention, c'est de créer de la cohésion dans les équipes par le jeu. Et on a un département ludique où on a 42 activités qui sont très, très variées, qui vont de la ville à la montagne, indoor, outdoor, journée, soirée, voilà. Et on se déplace sur toute la région. Et on a, au fur et à mesure aussi, fait évoluer les prestations pour aller vers des activités qui ont du sens et qui se raccrochent à des stratégies d'entreprise ou des besoins managériels. Et sont nés les départements de la facilitation et de la gamification. Alors, la facilitation, le principe, c'est de mettre une équipe en mouvement pour qu'elle co-construise quelque chose ensemble. Voilà, donc si dans le parc, vous avez envie de dire quel va être le plan de communication ou le plan marketing pour l'année, on peut mettre l'équipe en Il n'y a pas que Sandrine qui va décider. Voilà, c'est pas Sandrine qui va dire voilà comment ça va se passer cette année. Elle va faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective et solliciter tous les membres de l'équipe parce que voilà, sans doute, eh bien, vous avez aussi un avis sur le terrain et c'est l'idée de sortir un peu du top-down et il y a une direction qui décide. Et puis après, on exécute. L'idée, c'est vraiment plutôt de remettre à plat l'organisation et de co-construire toutes les décisions opérationnelles et ou stratégiques, selon l'engagement de l'entreprise prend avec ça. Voilà, donc on a un métier là-dessus qui s'appelle d'être facilitateur en intelligence collective. Et la gamification? Et cette fameuse gamification... Je lâche pas. Non, et c'est une autre intention que la co-construction. La gamification, c'est l'idée de... Vous avez un sujet complexe à partager avec l'équipe, un contenu un peu compliqué à comprendre, et bien plutôt que de faire une présentation PowerPoint et puis que les autres comprennent pas tout ce qu'il y a en plénière, et bien l'intention c'est de créer un jeu. Donc voilà, Stéphanie vous en parlera mieux que moi parce que c'est la responsable innovation du groupe. Mais on crée avec souvent des supports type escape game ou jeux de piste avec des iPads. On va créer en fait plutôt des quiz, des jeux, des défis pour que les personnes en fait s'approprient le contenu de façon ludique. Et plutôt que ce soit top-down, c'est plutôt des méthodes d'appropriation et on met les joueurs en position apprenante. C'est comme pour les devoirs avec les enfants. J'allais vous dire, ça me fait penser on arrive à trouver un l'école petit pour les faire jouer. Exactement. Et j'ai compris comment fonctionnait la gamification. Parmi les diversifications que vous évoquez, il y a ces studios Popcorn qui ont ouvert leurs portes il y a quelques semaines à Vorep, juste à
à la sortie de Grenoble. D'ailleurs, quand on va au domaine des Faux, voilà, on peut s'arrêter chez vous. Un jeu d'aventure d'un genre nouveau, Stéphanie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, comme vous disiez, c'est un action game. Donc, l'idée, c'est de faire un jeu d'aventure. C'est un concept inédit qui mixe le côté immersif de l'escape game et le côté défi de Fort Boyard. Donc, ça mêle vraiment des deux. Vous allez avoir à la fois des épreuves, on va dire, de réflexion et à la fois des épreuves d'agilité, de coordination entre les participants qui vont être vraiment mis en action pour pouvoir être les plus performants possibles en équipe. Là, vous m'avez amené un mot, cinéma. C'est ça. Ça, j'arrive à le dire. C'est l'univers de ce site de loisirs. Exactement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit en fait des studios de cinéma. Et les participants vont être vraiment immergés dans des décors de cinéma avec différentes salles, différentes pièces. Je ne vais pas trop en dire non plus pour trop spoiler le jeu, mais l'idée c'est qu'ils vont découvrir 8 plateaux de cinéma différents sur 8 thématiques différentes et les participants vont parcourir vraiment l'ensemble des plateaux et faire des activités différentes dans chacune des salles. Il y a 300 mètres carrés, je crois, d'espace dédié à ce jeu. Et les participants se mettent quoi, dans la peau d'un acteur de cinéma ou... Entre autres, en fait, on vous met dans une histoire. Quand vous arrivez sur place, on vous demande d'être figurant. Et quand vous arrivez sur place, il s'avère que l'équipe de production n'est pas présente et vous allez donc devoir les remplacer. Comme s'il n'était pas là avec nous aujourd'hui. Exactement. Prendre votre place. Et donc, ils vont devoir jouer des rôles d'acteurs, mais également de scénaristes, d'accessoiristes, de décorateurs. Vraiment, évidemment, au sens figuré du terme. On ne va pas être réellement des acteurs, mais l'idée, c'est de faire des activités autour de cette thématique-là. Alors, c'est un gros projet, je le disais, un peu unique en France, ce concept, Céline, 300 mètres carrés que vous avez aménagé. J'imagine que c'est un investissement important pour une entreprise comme la vôtre. Tout à fait, ouais. C'est même le plus gros investissement qu'on a fait. 500 000 euros, j'ai vu, c'est ça? Ouais. Un demi-million, j'aime bien dire. Ça fait encore plus. Voilà. Pour jouer, ça m'empêche encore plus de dormir. Comme ça. Je voulais pas vous le rappeler. Pourquoi miser autant sur un concept comme ça? Alors en fait, c'est un jeu qui est né dans la tête de Stéphanie. Quand on a acheté nos locaux, il y avait une partie qui nous restait libre. Et quand elle a vu l'espace, elle a dit si, on va faire un concept de jeu. Et on est très pris dans nos activités du quotidien. Puis on a le Covid qui est arrivé, qui nous a permis à la fois de faire un stop, de prendre de la hauteur. Mais c'est vrai qu'on s'amusait moins en entreprise à ce moment-là. Et du coup, nous, on n'avait plus rien à faire. Donc quand on confine une équipe de créatifs ensemble, ça donne ça. Ça donne les studios Popcorn. Et l'idée, c'était l'intention aussi de diversifier les cibles. Quand on pouvait plus travailler avec les entreprises, on sentait que le particulier avait quand même envie de faire plein de choses. On a tous très envie de faire plein de choses là en ce moment. Les entreprises, il y a plus de contraintes, il y a plus de normes, il y a souvent des directives qui arrivent de plus haut pour dire on ne fait pas d'événements. Et le particulier est quand même plus libre de ses choix. Donc l'idée, c'était de diversifier aussi la cible et de miser sur une offre un peu plus ouverte. C'est une création maison, Stéphanie, ce jeu où on s'inspire de choses qui existent déjà. Comment vous l'avez construit dans votre tête avant de le mettre en œuvre? Oui, bien sûr. Disons qu'on a déjà pas mal testé de jeux, on va dire, différents. En tant que pratiquante, oui. Oui, exactement. En tant que pratiquant, on a fait des jeux en France. On est même allé à l'étranger carrément tester des jeux pour définir notre concept. Métier, vous, quand même. Ouais. On n'a pas un métier facile. C'est ça. Et l'idée, en fait, d'aller voir ce qui se passait un petit peu ailleurs aussi, c'était de définir notre concept et vraiment ce qu'on avait envie. Et puis on a peaufiné en fait ce projet et on a créé toute la partie game design, on va dire, du jeu, la game mécanique, le fonctionnement des jeux. Et on a travaillé avec essentiellement 2 partenaires pour la partie notamment développement informatique et également pour la partie décoration des salles qui ont été faites par des décorateurs professionnels. Parce que quand vous arrivez dans la salle, vous êtes vraiment immergé dans une ambiance, on va dire, vraiment assez poussée, quoi, je dirais. Ouais, c'est pour ça qu'on n'en montre pas trop. On a quelques images là qui donnent un aperçu, mais l'idée, c'est aussi que l'effet de surprise puisse jouer dans tout ce qui est escape game ou ce type de jeu. Le décor a une part importante. Exact. Vous faisiez allusion à Fort Boyard. Fort Boyard, il y a des tigres. Est-ce qu'il y en a chez vous? On va recruter des tigres, d'ailleurs. On va peut-être s'arranger avec les collègues de place. Moi, je sais où on peut trouver un tigre blanc à une demi-heure de vos rêves. Oui, on n'est pas loin. Peut-être quelque chose. Non, vous n'êtes pas allé jusqu'à mettre des animaux dans vos... Après, il nous faut un soigneur, il nous faut... C'est compliqué.
Ça dure combien de temps pour une partie classique dans un espace comme celui-là? C'est calibré? Ouais, on est à peu près sur un timing qui est à peu près d'1 heure et demie de jeu. Fort Boyard, il y en a qui sont encore. Hein. Oui, Ils ne sortent pas tous là-bas. On est à peu près sur 1 heure et demie de jeu, avec un petit temps de briefing évidemment, un temps de débriefing à la fin, classement des équipes, récompense de l'équipe, de la meilleure équipe de production. Donc voilà, on est à peu près sur 1h40, 1h45 au total à prévoir dans les studios. Non. À partir de quel âge on peut jouer? Vous parliez de jeu en famille, ça s'adapte à tous les enfants? Ou il faut déjà, j'imagine, être un peu quand même aguerri à la résolution d'énigmes? Alors c'est vrai que c'est un jeu qui a été conçu vraiment au départ. Nous, quand on l'a réfléchi, quand on l'a pensé, on l'a vraiment créé pour les entreprises au départ. Donc, plutôt pour les adultes? Pour vraiment créer exactement de la cohésion et du lien entre les participants. Il s'avère que ce genre de jeu fonctionne également très bien pour le grand public. Et c'est vrai que nous, on considère qu'on peut vraiment participer à l'activité à partir de 13 ans, quoi, à peu près. Bon, ça coûte une trentaine d'euros, je crois, par personne pour venir s'immerger dans ces studios Popcorn. Est-ce que c'est un jeu un site qui va évoluer une fois qu'on est rentré, qu'on a participé? Comment vous arrivez à fidéliser le public? Ce qu'on a dans la réflexion et l'innovation, on a vraiment conçu un jeu pour être rejouable. Et ça, c'est toute la différence avec aussi un escape game. Oui, souvent, une fois qu'on connaît on a résolu l'énigme, on sait fini. comment sortir, voilà. Là, c'est plutôt des défis de performance. Donc, c'est hyper grisant et quand on sort, on a envie de refaire. Et d'ailleurs, il y a des gens, des personnes qui sont venues avec leurs entreprises, avec leurs familles, avec leurs copains. Donc, on a déjà des gens qui sont venus 4 fois, je crois. Hein. Et donc, voilà, l'idée, c'est que c'est rejouable et c'est vraiment l'intention qu'on a voulu implanter. Eh ben, très bien, ça s'appelle les Studios Popcorn. Allez découvrir ce site original et nouveau, c'est Avorep, donc entre Grenoble et Voiron. Et puis vous serez accueillis par une équipe qui a l'air d'être très dynamique et très souriante. Pas nous les pires. Non, bon, par contre, il y a un petit bémol, vous auriez pu apporter des popcorn quand même. Oh, c'est promis, quand vous venez, promis. Non, mais pas pour moi, mais je suis sûr que les animaux du domaine des fauves sont très friands de ce genre de... On viendra vous en apporter. Bon, c'est noté. Allez, on termine cette émission avec temps additionnel. Un temps additionnel qui nous permet de refaire un petit tour de table avec nos invités pour quelques bons plans. Alors je me tourne vers Sandrine et Romain qui vont nous proposer de parrainer un pigargue. Alors voilà, moi j'ai appris gamification, maintenant j'apprends pigargue. Petite explication d'abord de texte, c'est quoi un pigargue? Qu'est-ce qu'un pigargue? Pigargue, ça représente... Attends, peut-être que les filles elles le savent. Ah oui. Merci. Non, mais il n'y a pas que moi qui dois avouer. C'est pour se sentir un peu moins seul. On le saura bientôt. On le Non, ils ne saura savent bientôt. pas alors finalement. C'est très simple. Pigargue, c'est un nom qui représente les aigles pêcheurs. Pigargue à tête blanche, qui est l'emblème des États-Unis, par exemple. Il y en a plusieurs espèces. Et nous, ça va être un pigargue à queue blanche. Donc, c'est une espèce qui est européenne et qui vivait en France, dans la nature, jusqu'à il y a 200 ans en arrière, date à laquelle, à peu près, les derniers individus ont été exterminés par les chasseurs massifs et par représailles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur un programme qui existe en Haute-Savoie, qu'on parraine aussi nous, puisqu'on travaille très affilié avec les Aigles du Léman. Donc c'est ce parc-là qui parraine et qui réintroduit le pigargue à queue blanche en France, dans la nature, par des individus nés en parc zoologique. Alors là, on en voit quelques-uns de ces pigargues. Voilà. Le principe du parrainage, Sandrine? C'est qu'on peut en fait parrainer un couple qui va avoir ces petits oisillons qui retourneront dans la nature. Et en fait, on pourra les suivre sur notre site quand on est abonné. Et on pourra voir un petit peu leur évolution. Nous, en tant que zoo, on a une part active dans ce projet, puisqu'on va recevoir prochainement un couple de pigargues. Et en fait, le projet dans l'avenir, dans le développement, c'est que réellement, ces oiseaux retrouvent leurs conditions de vie dans le couloir rhodanien, donc qui sera de Lyon à Genève quasiment. On les accueille pas à la maison, on est d'accord. Non. C'est pas le but. Non, C'est pas le projet. Parrainer un pigargue, il y a les infos sur le site les Ailes du Léman, qui est l'autre parc animalier, je crois, en Haute-Savoie, qui est géré par le même propriétaire. Voilà, c'est ça, par Jacques-Olivier Travers. Qu'on a vu là, qui est déjà venu dans cette émission avec. Oui, alors, c'était pas un pigargue, mais c'était un aigle qu'il avait fait voler comme ça, c'était incroyable. Moi, je n'en menais pas large, mais. Oui, effectivement. Et donc, en fait, il est au cœur de ce projet de centre de réintroduction, puisque c'est un projet qui lui tient à cœur depuis
depuis, je pense, depuis très très longtemps, plus de 20 ans. Et ça y est, maintenant, les choses se mettent en place. Et vraiment, c'est la possibilité à tout un chacun de pouvoir accéder via ces caméras. Et ce projet a besoin de soutien. Donc les entreprises peuvent acheter des balises, les particuliers peuvent suivre cette opération, et les écoles aussi beaucoup, puisqu'il y a quand même un vrai projet derrière pédagogique, et puis on est vraiment dans la protection de la biodiversité. J'ai même quelques images de la naissance d'un pigargue. Voilà comment ça se passe. C'est fabuleux, ça. Ouais. On les a un petit peu accélérés. Oui. Parce que on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Mais... Voilà. Mais c'est adorable parce qu'en ce moment, on a des oisillons qui sont nés depuis 3 jours. Et en fait, on voit vraiment le mâle ou la femelle, suivant les couples. Parfois, c'est le mâle qui effectivement couvre l'oisillon. Parfois, c'est la femelle. Et on le voit vraiment, c'est adorable. Et pour les enfants, c'est une façon de regarder un écran, mais vraiment d'une façon éducative, utile, et puis réellement pour la nature. Bon, après le pigargue, je me tourne vers Céline parce que son bon plan, c'est l'holacratie. Alors ça, je connaissais encore moins. Avec un H. Exactement. Alors, holacratie, c'est un système de gouvernance participatif. Ça veut dire qu'en fait, c'est une façon pour une entreprise et une équipe de s'organiser avec une répartition du pouvoir qui n'est pas en haut. C'est ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure dans la raison d'être et l'approche du groupe Diverti. Et l'idée, c'est de fonctionner en cellules. Donc, on appelle ça des cercles qui correspondent à des équipes projets qui sont plutôt transverses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être... sur plusieurs rôles plutôt qu'une fonction dans laquelle on ne travaille pas et on sort du silo et du côté, voilà. Il y a la communication, il y a les commerciaux, il y a le terrain, il y a les soigneurs, par exemple. Et du coup, l'idée, c'est que c'est un système qui est organique, on appelle ça, et qui bouge en fonction des besoins et de la réalité aussi de ce qui se joue dans l'écosystème. Donc, vous nous conseillez la lecture d'un livre qui explique oui, parce que comment ça fonctionne. C'est une BD qui est hyper bien faite. Ça pourrait être un bon exemple de gamification. Parce qu'holacratie, c'est une constitution qui est comme ça, c'est un pavé. Parce qu'on adopte vraiment beaucoup de choses. On s'engage, on signe une constitution pour rentrer dans ce type d'organisation. On se fait coacher, on se fait accompagner. C'est quelque chose qui est un vrai processus. Et là, c'est résumé en une petite BD qui se lit en 1 heure. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Et on comprend l'intention. Et voilà. Et nous, au sein du groupe, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est transformé en holacratie et qu'on a ce type de gouvernance. Donc, je conseille cette lecture parce que c'est une incroyable... transformation managériale. C'est signé Bernard-Marie Chiquet, l'auteur de cette BD sur l'holacratie. Dernier bon plan avec Stéphanie. Bon, alors on revient sur des fondamentaux que moi je maîtrise. Essentiel. On revient sur le domaine du loisir et donc mon bon plan à moi, avec les beaux jours en plus qui reviennent, voilà, c'est le côté balade VTT, assistance électrique ou pas d'ailleurs, pour les plus sportifs, autour du lac de Paladru, qui avec plein de balades qui sont accessibles à tous, qui sont super bien balisés aussi. C'est ça ce côté qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre sa carte et de réfléchir et se dire tiens, où est-ce que je vais maintenant. C'est super bien balisé. Et puis même pour ceux qui n'ont pas forcément de vélo chez eux, il y a un loueur de vélo Natura Vélo qui se trouve là-bas et il y a de quoi louer directement sur place, donc avec des super paysages, vus sur le lac, super sentiers. C'est vraiment chouette. Alors, un des plus beaux lacs de France, on peut le dire, le lac de Paladru, à une petite demi-heure de Grenoble et pas très loin non plus du domaine des fauves de Fitilieu. Donc voilà, une bonne idée de sortie. Puisqu'on parle de vélo, 2 topos qui viennent à l'instant d'être publiés aux éditions Glénat, enfin à l'instant. Ces derniers jours, on va dire, mais on les a reçus, nous, cette semaine. Le premier concerne les grandes traversées du Vercors, 760 km en VTT entre Grenoble et Die. Bon, là, c'est pour des costauds. Là, ça monte, Voilà, ça monte un peu, il faut aimer l'aventure, mais elles sont référencées, tous ces itinéraires, dans ce topo donc, qui vient de sortir aux éditions Glénat avec le parc régional du Vercors. Et puis un autre, voyage à vélo ou à vélo électrique. Effectivement, les deux, en ce moment, se marient bien. C'est des itinéraires aussi de plusieurs jours dans les Alpes du Nord, mais à un rythme tranquille, qui permettent aussi de découvrir le territoire. C'est aux éditions Glénat. Et c'est signé Sylvain Bazin, Lionel Montico pour les photos et Marie Paturel, qui est une grande traileuse et qui se met également au vélo. Merci à tous les 4. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Très vite pour d'autres aventures.
L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.